Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue dans cette interview. Nous avons le plaisir d'accueillir Karine, présidente et fondatrice de l'association Spaver 22, qui aujourd'hui va répondre à nos questions. Je te laisse te présenter. Alors bonjour à toutes et à tous. Donc Karine Legoff, présidente fondatrice de l'association Spaver 22. J'ai 46 ans. J'ai travaillé durant une vingtaine d'années. Je me suis retrouvée en invalidité. Et suite à cette invalidité, eh bien, j'ai créé l'association Spaver 22 et par la suite, eh bien, tout de suite, quasi immédiatement, Vanessa, tu nous as rejoints et Marion. Est-ce que tu peux nous parler du coup des pathologies dont tu es atteinte? D'accord. Alors en fait, j'ai malheureusement plusieurs pathologies. Bien sûr, la spondylarthrite ankylosante, hein, la maladie de Verneuil. C'est pourquoi on a fait une asso Spondy-Verneuil parce que la maladie de Verneuil, c'est comme la maladie de Crohn, elle est souvent en comorbidité avec la spondylarthrite. Donc, dans les années, euh, ouais, c'était en 99. Pas du tout. 87, 88, 89. C'était en 91. En 91, j'ai commencé à être atteinte de la maladie de Verneuil et en 2007 a commencé, on va dire, plus intensément la spondylarthrite ankylosante et dans la foulée, avec la maladie de Verneuil, j'ai eu l'endométriose qui est aujourd'hui réglée puisque j'ai eu une hystérectomie totale en 2015. D'accord, Karine. Est-ce que tu peux nous dire si, avec tes pathologies, tu as connu une errance médicale? Alors, sur la maladie de Verneuil, c'était un petit peu complexe. On est dans les années 90. Ce qu'il faut savoir, c'est que même en région parisienne, il y a très, très peu de dermatologues spécialisés sur cette maladie. Il y avait un professeur sur Paris, qui est aujourd'hui d'ailleurs à la retraite. C'est lui qui a fait mon diagnostic. Après, très facilement 7 ou 8 dermatos, parce que quand on est jeune, on va pas forcément voir un dermato, hein. On se démerde avec la pharmacie, avec tous les moyens du bord. Et quand ça a commencé à s'aggraver, bon, bah là, j'ai commencé à aller voir des dermatos qui m'ont dit, bah, c'est du furoncle, vous inquiétez pas, c'est pas grand-chose, etc. Et puis bon, bah, j'ai trouvé le bon grâce à des contacts à ce moment-là. Et là, il y a eu enfin le diagnostic qui s'est passé presque 10 ans pour avoir le diagnostic de la maladie de Verneuil. Donc, extrêmement long. Pour la spondylarthrite, ça a été beaucoup plus simple parce que la chance que j'ai eue, entre guillemets, c'est que le jour où j'ai été chez la rhumatologue, j'étais en poussée. Et dans la foulée, on a fait l'IRM et tout a matché. Donc, j'ai pas eu d'errance thérapeutique, j'ai pas eu d'errance. La CRP est toujours élevée, donc voilà, je cochais entre guillemets les cases et donc les cases. Attention, hein, je parle des cases, les critères Médicaux. imposés entre guillemets, mais après on sait qu'aujourd'hui il y a des spondylarthrites non radiographiques. Les nouveaux critères de New York, par exemple, ne prennent plus en compte le HLA-B27, qui était à l'époque un élément très important. Donc voilà. Comment tu as vécu le diagnostic, le fait que tu sois atteinte justement de plusieurs pathologies? Ça s'est fait par étapes. Ça s'est fait par étapes. La maladie du Verneuil était en moi. C'était d'une génération aussi où c'est- c'était, je crois qu'on était un peu dingue à cette époque-là. On allait au travail, on ne se posait pas la question. Euh, on prenait beaucoup sur nous. C'était une génération où finalement on parlait pas des masses.
on essayait d'avancer coûte que coûte. Pour la maladie de Verneuil, oui, il y avait des nodules terribles, notamment à l'approche des règles. C'était très, très compliqué. Moi, je conduisais des bus, il y avait des nodules comme ça dans la zone inguinale, dans les petits de laine. C'était très, très compliqué, très douloureux, mais bon, bah, on se disait pas, bah, on va s'arrêter. Non, 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 on y allait. On va dire que sur la maladie de Verneuil, la maladie, je l'ai pas, c'était comme ça, quoi. Après, pour la spondylarthrite, euh, alors c'était marrant parce que je ne connaissais pas du tout ce mot-là. Pour moi, c'était plus une sciatique. euh, on parlait beaucoup de sciatique à l'époque. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que je suis repartie voir la rhumato. Mais quand j'ai vu sur l'IRM hypersignal inflammatoire, la fouine que je suis a été chercher directement sur Google, c'est mon meilleur ami, hypersignal inflammatoire, douleur du dos, et là, mais tombé à la tronche, spondylarthrite ankylosante. Et je me suis dit, c'est quoi ça? Dégénératif, machin et tout. Je dis, non, mais c'est une blague, c'est pas possible. Et j'ai vu qu'il y avait une comorbidité avec Verneuil. Donc en fait, je me suis retrouvée face à cet écran en attendant mon rendez-vous, en me disant, d'un côté, j'étais rassurée parce que ça cochait toutes les cases que j'avais, Mm. mais de l'autre côté, je me suis dit, pourvu qu'elle me dise que c'est pas ça. Et quand je suis arrivée, elle m'a dit, ah bah, je le savais, parce qu'elle a trouvé que j'avais une petite colonne de bambou très abaissée par l'avant, etc. Et elle m'a dit, oui, oui, ben, c'est bien une spondylarthrite. Euh, non, j'ai pas eu de réaction à ce moment-là. D'accord. Est-ce que tu arrives dans ta vie, Karine, à gérer du coup bah, ton quotidien avec ces trois pathologies? Comment tu arrives à... La troisième pathologie, elle est réglée, puisque bon, bah voilà, l'endométriose a été, on est arrivé à l'hystérectomie totale, donc maintenant, c'est derrière moi, on va dire. Euh, pour la spondylarthrite, elle s'est aggravée. Et pardon, et ça, je vais le dire à toutes les personnes qui nous écoutent aujourd'hui et qui voient ces vidéos. J'ai été comme beaucoup, comme 99% des personnes à aller au-delà de ses possibilités en jouant avec le travail, en jouant avec sa santé, ben, on se dit on peut pas manquer un jour d'arrêt, le patron a besoin de nous, on va se donner à fond. Moi, je travaillais 6 jours sur 7, les 35 heures, je les connaissais pas. J'étais toujours présente euh, et à commencer par les arrêts. Mais à chaque fois, même en sortant de l'hystérectomie, il y avait eu pas une dispute, mais une incompréhension quand je suis allée à la médecine du travail au bout d'un mois. Et je lui avais dit, mais je veux reprendre. Elle m'a dit, mais il en est hors de question. Vous avez eu une hystérectomie par voie abdominale, puisque il y avait une trompe qui était sur le point d'exploser, etc. Donc, elle m'a dit, mais il en est hors de question. Vous rentrez chez vous, vous restez au moins 2 mois de plus. Et d'ailleurs, vous devriez aussi faire une demande d'invalidité. J'ai dit, mais il en est hors de question, j'ai éclaté de rire. Je lui ai dit, bon, bah, 2 mois, est-ce qu'on peut pas ramener à 1 mois? Elle m'a dit non, non, 2 mois minimum. Donc, pendant 2 mois, j'ai tourné en rond dans la maison comme une dingue, en me disant, mais c'est pas possible, on m'empêche de travailler, on m'empêche. Je ne voyais pas les choses. J'avais déjà les douleurs très, très importantes au niveau de la sacro, mais pour moi, fallait continuer. Je suis revenue 2 mois après, j'ai continué. Et in fine, ben, au bout du bout, c'est pas un arrêt qui m'a arrêté. C'est que tout simplement, c'est les pompiers qui sont arrivés parce que je suis tombée du bus et à partir de là, ça a été fini et j'avais aggravé la situation, c'est-à-dire que d'un stade où j'étais entre le 1 et le 2, eh bien, je suis arrivée au stade 4. Je n'ai pas vu les choses venir, je n'ai pas voulu entendre, je n'ai pas voulu écouter et ça s'est aggravé et en moins d'1 an et demi, j'ai été placée en invalidité et ça a été fini, complètement fini.
ce que j'aurais pu éviter avec le recul si j'avais été plus soft dans mon travail. Oui, comme tu dis, ça concerne beaucoup de personnes. On repousse souvent ses limites et puis finalement, pour se rendre encore plus mal. Donc, il faut vraiment se dire qu'on n'a qu'une santé et que la santé doit être primordiale. Est-ce que ça a changé ta vision de la vie? La maladie, Ouais, la maladie m'a appris à vivre autrement. Euh, j'ai j- j'ai jamais eu un tempérament à désespérer ou à me dire la maladie est une fin en soi. Bien sûr, quand on se retrouve en invalidité après un long arrêt maladie et que bah, on tourne en rond en se disant mais qu'est-ce qui va se passer? Euh, on se pose beaucoup de questions pour se dire mais qu'est-ce qu'on va faire de sa vie en fait? Euh, et en fin de compte, euh, on peut rebondir autrement. C'est ce que j'ai cherché à faire moi. Quand je me suis retrouvée comme ça en invalidité, une fois que tout était terminé au niveau administratif, je me suis dit, bon, ben voilà, j'ai tellement galéré au niveau administratif, peut-être que d'autres personnes auraient besoin d'un coup de main. C'est ce qui m'a amené à penser à une association, un peu comme un pari. Peut-être que les gens n'avaient pas besoin, n'avaient pas cette demande. Euh, et ça me permettait aussi de rebondir et de pouvoir à mon tour aider les personnes à comprendre leur pathologie, ce qui leur arrive. Donc, j'ai appris à vivre différemment, autrement, à me reposer quand le corps le demande, à cohabiter finalement avec la spondylarthrite et Verneuil. Euh, mais pour moi, la maladie n'était pas une fin en soi. Oui. Alors c'est vrai, Karine, ce que tu dis, la vie, elle est belle, hein. La vie, elle est belle et c'est vrai qu'on doit la vivre autrement avec la maladie, donc on doit trouver des codes, des nouveaux codes. Une fois qu'on a ces nouveaux codes, on peut, voilà, on s'y tient, on essaye de s'y tenir et puis on avance toujours dans le positif, c'est important, ce que tu fais très bien. Et du coup, le positif, du coup, qu'est-ce qui t'anime, toi? Qu'est-ce qui te donne la niaque de continuer le combat qu'est-ce qui Il y t'anime? a, il y a plusieurs choses. Il y a plusieurs choses. D'abord, de faire évoluer les mentalités, c'est-à-dire à travers l'association, Vanessa, toi Marion, on se bat quotidiennement pour faire avancer les mentalités, c'est-à-dire créer vraiment une solidarité entre le monde des valides et des invalides, puisqu'il y a beaucoup, beaucoup à faire à ce niveau-là. Dès qu'on parle à une personne valide de maladie, déjà c'est compliqué, puisque la personne, malheureusement, on a l'impression que c'est contagieux, ce qui ne l'est pas. Mais le travail de la société a beaucoup de retard, hein, et surtout en France par rapport à ces sujets-là. Euh, on peut rajouter aussi le facteur maladie invisible qui est encore plus compliqué parce que ça ne se voit pas. On dit toujours que c'est de la faute, par exemple, de l'État de ne pas faire, etc. Moi, j'ai envie de dire qu'avant de parler de l'État, il faut parler de nous-mêmes. J'ai envie de dire que et je mets tout le monde dans le même sac, c'est-à-dire que je dis, nous, associations, avons un travail à mener. Si nous ne le menons pas, déjà à notre portée, à notre niveau, on ne fera pas évoluer les choses. Euh, envoyer la pierre à l'autre, c'est toujours simple, mais euh, aller dans le monde des valides pour faire avancer les choses, déjà, c'est un point important. Parce que effectivement, tout le monde n'a pas envie d'aller dans une conférence santé, tout le monde n'a pas envie d'aller dans des conférences de sensibilisation. Donc, il faut aller dans leur terrain de jeu, entre guillemets. Nous, on va organiser par exemple un salon du livre, c'est justement pour aller
dans ce monde, dans ce format grand public pour ramener à la cause de la spondylarthrite, enfin des maladies invisibles et bien sûr de la spondylarthrite, maladie de Verneuil, etc. C'est ça qui m'anime, c'est l'association, se battre pour faire avancer les causes. Euh, Aujourd'hui, c'est ma priorité. Est-ce que tu penses que s'il y avait des choses à changer, je ne sais pas, au niveau des prises en charge ou même avant ça, au niveau des études de médecine, euh, qu'est-ce qui serait la priorité pour toi? Alors déjà, au niveau de la médecine, on sait qu'en France, par exemple, dans le cursus médical euh, des médecins, c'est une formation facultative, la douleur. Ça dure même pas 30 minutes. Donc, c'est facultatif. Aujourd'hui, on a un vrai retard sur la prise en charge de la douleur en France. La souffrance, la douleur. euh, alors, certes, il y a des centres antidouleurs, hein, ça avance, mais c'est pas suffisant. Clairement, c'est pas suffisant. Ce qui n'est pas suffisant aussi, c'est l'écoute, l'attention portée aux patients. Et ça, avec la pénurie de médecins, hein, on se retrouve à avoir des consultations très courtes. Donc forcément, prendre en charge cette thématique, c'est très compliqué. On le sait, hein, toutes les trois, le nombre d'adhérents qui nous disent qu'ils ont été voir dans des médecins pour des diagnostics de spondylarthrite, polyarthrite, etc. Et on leur a dit, bah, c'est dans votre tête, prenez un antidépresseur, ça va calmer, etc. Bon. Donc, et il y a malheureusement, les chiffres sont là, hein, il y a 13 ans d'errance thérapeutique, entre 13 et 15 ans pour une spondylarthrite. Donc tout ça, je pense il faudrait arriver à avancer sur ce sujet-là. Et c'était quoi la question? Tu avais deux questions en une. Qu'est-ce que tu changerais en priorité? Donc il y aurait cette partie-là. Alors après, bien sûr, essayer de faire passer l'ALD 30 pour la maladie de Verneuil, parce que ça aussi, c'est un petit peu incompréhensible que ça ne passe pas en ALD 30, parce que pareil, la maladie de Verneuil est souvent, alors souvent il y a des chirurgies avec des exérèses larges, mais souvent aussi un traitement par biothérapie, comme la spondylarthrite, et à chaque fois c'est au cas par cas. Et donc ça passe en ALD 31. Bon, donc il faut faire la demande, etc. C'est dommage, parce que ça pourrait faire partie des ALD 30. Après, pour le reste, il y aurait tellement à faire, il y aurait tellement à avancer, mais je crois qu'il faut prendre étape par étape les choses. Alors, Karine, peux-tu nous parler un petit peu de tes traitements euh, avec du coup tes trois pathologies? Alors, les traitements sont très très importants dans le cadre d'une spondylarthrite. Pourquoi? Parce que, et c'est bien là qu'il y a le problème et qu'on va rejoindre l'idée de l'errance thérapeutique, c'est que quand on a perdu 10 ou 15 ans par rapport au diagnostic, pendant ce temps-là, la maladie, elle a évolué. On sait que sur les IRM, parfois, il va y avoir 8 ans de retard pour voir la sacroïlite. Donc, pendant ce temps-là, la personne, elle a perdu du temps puisqu'elle n'a pas été soignée, elle n'a pas eu, par exemple, d'anti-inflammatoire, qui va être le premier traitement, le traitement pour la spondylarthrite. Ce qu'il faut, c'est avoir le plus tôt possible un traitement. Alors, j'ai envie de dire que tant qu'on peut tenir avec des anti-inflammatoires, très bien. Moi, au début, j'avais des anti-inflammatoires, je les prenais, j'ai été jusqu'au bout, hein, j'ai été jusqu'au bout, jusqu'au bout. En parallèle, j'avais du sulfamide qui permettait aussi, alors le sulfamide, pour expliquer, c'est ce qu'on appelle une biothérapie qui a été créée dans les années 70, qu'on utilise encore
parfois aussi avant de passer à la biothérapie, on le met en place avec les anti-inflammatoires. Donc moi, j'avais les deux qui étaient couplés. Ça a marché pendant des années. Même quand ça ne marchait plus, j'ai quand même continué parce que je me suis dit, bon, bah, plus le plus tard possible que je commence la biothérapie, ben, au moins j'aurai une belle cartouche pour la suite. Par contre, quelqu'un qui a tout de suite un diagnostic, par exemple une personne qui a 18 ans, qui a le diagnostic de la spondylarthrite, elle va prendre une biothérapie tout de suite, bien, elle pourra pendant 20 ans rester en stade 1, stabilisée, etc. Après, on a aussi des personnes, malheureusement, de 18 ans, où ça ne sera pas stabilisé parce que la molécule n'est pas la bonne ou parce que tout simplement, ça ne matche pas. Mais plus on a adhérence et plus la biothérapie va être compliquée. Il faudra trouver la bonne molécule. Et puis après, ben, effectivement, il y en a pour qui ça marche 40%, hein, il y en a pour qui ça marche 60, 70%. Il y en a pour qui c'est extraordinaire, mais ça, on le voit avec nos 1400 adhérents, hein. Il y en a très peu qui vont nous dire ben, ça marche à 80%. Sauf, encore une fois, quand on s'est pris très, très jeune. Et donc, à l'heure d'aujourd'hui, alors moi, j'ai été sous adalimumab. Pourquoi? Parce que cette biothérapie était valable et pour la spondylarthrite et pour la maladie de Verneuil. Donc, ça matchait pour les deux. Malheureusement, elle n'a pas fonctionné pour la maladie de Verneuil. Il y a même eu un regain supplémentaire dessus, ce qui peut arriver. Donc, on avait fait un switch avec du secukinumab, qui est un interleukine IL-17. Et maintenant, ça aide pour la sacro. Pour Verneuil, c'est pas encore ça, mais en tout cas, voilà, ça aide. Je crois euh, je crois qu'on n'en a pas fini aussi avec la sortie des biothérapies. Il y en a de plus en plus. Il y avait les anti-TNF avant. Maintenant, on a de plus en plus d'interleukines qui arrivent sur le marché. On imagine encore des qui vont arriver aussi pour la maladie de Verneuil. Donc, on peut imaginer que la recherche avance et qu'on trouvera de plus en plus des traitements, mais la biothérapie n'est pas une finalité en elle. J'ai envie de dire que si on va bien avec des anti-inflammatoires, eh bien continuons là-dedans. Et Oui, lors de tes poussées, du coup, oh pardon, vas-y. Metz. Non, Lors de tes j'allais hein, juste rebondir. Si jamais une biothérapie ne convient pas, ce qui peut arriver aussi, on peut faire des échappements thérapeutiques sur différentes molécules. Euh, et on ne peut aussi ne pas la supporter avec des effets des effets secondaires lourds. Euh, Auquel cas, bah voilà, il faut passer sur des anti-inflammatoires ou des antalgiques qui peut pallier du coup aux douleurs. Complètement. Complètement. Je suis entièrement d'accord avec ce que tu dis, Vanessa, parce que parfois, malheureusement, il y a des échappements thérapeutiques. La biothérapie n'est pas quelque chose d'anodin. Bien sûr, on est pour tous les traitements qui peuvent nous aider, mais c'est pas un traitement anodin. D'ailleurs, il y a beaucoup de contrôles lors de la biothérapie, des prises de sang, des choses comme ça. Donc, effectivement, quand on se retrouve sur un, un échappement thérapeutique ou que les molécules ne fonctionnent pas, eh bien, on trouve voilà, les anti-inflammatoires ou bien d'autres choses qui peuvent permettre de canaliser les douleurs et notamment le kiné aussi, qui représente 30% dans la spondylarthrite. Beaucoup disent oui, le kiné, ça sert à rien. Eh bien, non, le kiné, c'est très important à condition de prendre un kiné qui connaît bien la spondylarthrite, qui soit doux et qui soit très, très doux pour cette maladie. justement, j'allais te poser la question et tu y as répondu avant moi. Justement, je voulais te poser la question pour le kiné. Qu'est-ce qui t'aide au quotidien? Tu t'aides avec des coussins d'assises pour les sacro-iliaques, coussins de positionnement, la couverture chauffante, tout ça. Qu'est-ce qui t'apaise lors de tes poussées? Alors, je reviens sur ta question parce que du coup, oui, il y a le kiné, il y a aussi la balnéo. Pour ceux qui ont la chance d'avoir un centre de balnéo à côté de la maison, la balnéo fonctionne énormément pour nos pathologies. Après, voilà, chacun peut trouver ce qui lui convient le mieux.
C'est un travail personnel aussi de savoir quel exercice, par exemple, avec le kiné va fonctionner. Ce que j'ai envie de dire, c'est voilà, il faut vraiment euh, faire des exercices, notamment respiratoires. On sait qu'on a des douleurs au niveau de la cage thoracique parce que on a tendance à avoir la colonne en bambou, hein, et donc forcément, ben, la cage thoracique, elle a tendance à être comprimée. Et donc, il faut redonner de la mobilité, de l'air, et ça, il n'y a qu'un kiné pour donner les bonnes astuces et les bons conseils et travailler là-dessus. Et concernant les astuces au quotidien, eh bien, effectivement, il y a le coussin d'assises. Bon, bah ça, je crois qu'on l'a tous, hein. C'est la première des choses qu'on prend. Le coussin d'assises. Après, bon, bah, il y a des chaussons aussi spéciaux pour permettre d'avoir, pour la spondylarthrite. Mais là encore, il faut tester hein, les choses. Coussin de positionnement. Alors, coussin, les coussins demi-lune, des choses comme ça, je prends pas forcément. Moi, j'ai que le coussin d'assise. Mais après, voilà, j'ai différentes choses. J'ai aussi Ça euh, chauffant, ouais. La couverture ouais, chauffante. voilà, il y a la couverture chauffante qui est pas mal. Après, voilà, il y a les personnes qui vont être qui vont supporter le chaud, où ça va faire beaucoup de bien, et puis d'autres avec le froid. Donc, c'est vraiment très, très personnel. Mais en général, on retrouve les mêmes critères chez tout le monde. Dans nos maladies, on a la possibilité d'avoir des cartes CMI, des cartes mobilité inclusion, des cartes de stationnement. Beaucoup de nos adhérents ont du mal à les utiliser de par le regard des autres, mais aussi par les réflexions qu'on peut avoir. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire du coup à ceux qui vont regarder cette visio et qui n'osent pas l'utiliser, qui n'osent pas utiliser ces cartes? Pour faire bouger les consciences, pour faire bouger les mentalités, on sait très bien que, par exemple, une personne qui va être faire la queue dans une caisse prioritaire, étant donné que sa maladie va être invisible, il va y avoir des regards, puisque voilà, on a loupé le coche, encore une fois, de pouvoir vraiment rendre visibles les maladies invisibles. C'est un travail associatif qu'on est qu'on mène, nous, de notre côté, et toutes les associations mènent, hein, on va pas se mentir, on se bat pour ça. Euh, il y a quelque temps de ça, j'avais eu un problème dans une caisse ben, j'avais écrit une lettre ouverte au directeur du magasin, il m'avait répondu d'ailleurs. Euh, je crois que nous, en tant qu'association, on a un rôle à jouer. Eh bien, moi, je vais vous dire très clairement ce que je pense. Pour les personnes qui écouteraient, qui diraient, ben, moi, je n'ose pas sortir ma carte. Mais sortez-la. Sortez-la. Parce que si vous ne la sortez pas, on va avoir encore plus de mal à valider ces cartes. Donc, sortez-la. Et puis, j'ai envie de dire aussi que s'il y a un problème, eh bien, il suffit de nous appeler, de nous raconter l'histoire. Et on saura à même, nous, d'écrire au directeur du centre où vous avez été, de faire de la prévention, de leur proposer même une action de sensibilisation, de faire une lettre ouverte pour avoir une réponse derrière. Je crois que il faut, au contraire, montrer au grand jour les problèmes. Si on les planque et si on se dit, ah ben non, je vais pas sortir ma carte, j'ai la carte de stationnement, je ne vais pas la sortir, etc. Mais putain, quoi, on l'a pas eu dans une pochette surprise, la carte. On l'a pas eu dans une pochette. Si la MDPH a estimé qu'on avait cette carte, qu'on ne peut pas faire autrement, eh bien, il faut l'utiliser. Et moi, j'en peux plus d'entendre des gens qui me disent, je ne veux pas sortir la carte, je ne veux pas utiliser ma carte de stationnement aujourd'hui parce que je suis en état. Mais en état de quoi? En état de quoi? Non, il faut prendre la place. C'est un droit. C'est pas quelque chose qu'on a volé. C'est un droit. Et en tant que droit, eh bien, il y a des droits. C'est comme si on sait très bien qu'on doit avoir, par exemple, sa pièce d'identité sur soi en cas de contrôle. Eh bien, j'ai envie de dire que la carte, eh bien, c'est à nous. C'est un droit. C'est un acquis. Et il ne faut pas en avoir honte. Et c'est plutôt personnes qui viennent et qui posent et qui un regard, un jugement qui devrait avoir honte.
Donc, ne pas hésiter, s'il y a un problème, eh bien, nous contacter, on fait le nécessaire. Alors, Karine, quel message voudrais-tu faire passer à toutes les personnes qui nous regardent aujourd'hui? Un message global. Un message global. Euh, La maladie n'est pas une fatalité, n'est pas une fin en soi. Certes, voilà, les douleurs sont là. On sait que la spondylarthrite est une maladie malheureusement dégénérative. On sait que la maladie de Verneuil, malheureusement, elle va durer des années. Euh, Normalement jusqu'à la ménopause pour les femmes, mais parfois au-delà, malheureusement. On sait que, j'ai envie de dire que on, on peut stabiliser la maladie avec déjà le moral. Le moral représente 30% dans la pathologie, c'est très important. D'ailleurs, nous, dans l'équipe, voilà, il y a Marion qui est en charge du bien-être et qui est là justement pour amener tous ces petits conseils bien-être qui ont un impact énorme, énorme pour nos pathologies. Je crois il faut savoir aussi trouver les bonnes personnes, l'entourage qui comprend et non pas qui plombe en disant ouais mais je comprends pas, c'est juste un mal de dos. Non, non, en fait il faut s'entourer des bonnes personnes et laisser les personnes avec du jugement de côté. Il faut ne pas avoir peur d'annuler euh, voilà, une soirée si on n'est pas en état. Il faut vraiment prendre en compte sa maladie et puis, continuer à avancer malgré tout, coûte que coûte, parce que la vie, elle est belle et parce qu'il faut la vivre, tout simplement. Et si tu avais un vœu, mais personnel? Si j'avais un vœu personnel à formuler, alors je peux pas être personnel parce que, voilà, c'est compliqué d'être personnel. Je dirais, ça serait euh, que toutes les maladies chroniques soient reconnues. Parce qu'aujourd'hui, euh, il y a beaucoup de différences, il y a beaucoup de jugements, etc. Je crois qu'à partir du moment où on a une maladie qui dure dans le temps, eh bien, elle devrait être reconnue et pouvoir être entendue aussi, hein. Ça serait l'un de mes vœux et de faire en sorte que la société bouge et qu'on arrive à concilier le monde des invalides avec le monde des valides. Ça fait deux vœux. Ah. Karine, on te remercie d'avoir répondu à nos questions, d'avoir livré aussi ton témoignage et ton vécu. On reste en tout cas disponible si vous avez des questions. Karine et moi-même, on est à la permanence téléphonique et aux aides administratives. Donc voilà, n'hésitez pas à nous joindre. On se fera un plaisir de vous écouter et de vous orienter s'il faut. Bonjour à toutes et à tous, parce que dans ce documentaire, nous laissons la place aux patients atteints de spondylarthrite ankylosante, polyarthrite rhumatoïde et maladie de Verneuil, aux aidants qui nous aident quotidiennement dans notre pathologie. Il était important pour nous d'ouvrir la parole à une personne fortement impliquée dans le monde associatif, et notamment la coprésidente de SPAVRE 22, Vanessa Guibert, qui a accepté aujourd'hui de parler à cœur ouvert. Aider, accompagner, sensibiliser est le rôle quotidien de Vanessa dans l'association. Elle parle peu d'elle-même, comme tous les membres du bureau et des bénévoles, mais aujourd'hui, elle va parler de ses ressentis, de ses rêves, de son vécu, bref, de tout ce qui lui tient à cœur. Bienvenue Vanessa. Alors, Merci. pour, tout le monde normalement te connaît, hein, ton nom parle, mais peux-tu te présenter d'abord personnellement et ensuite par rapport à l'association? Donc, Vanessa, j'ai 38 ans, j'habite dans les Côtes d'Armor. Je suis maman de deux filles, des ados qui ont 15 et 12 ans.
J'étais auparavant dans le monde médical puisque j'étais aide-soignante. J'ai fait une reconversion ensuite suite à des soucis de santé dans l'esthétique. Et puis aujourd'hui, je suis en invalidité et j'ai l'allocation adulte handicapé. Voilà. Et pour mon rôle donc dans l'association, j'ai rejoint l'asso presque à ses débuts, hein, quelques mois après sa création. J'ai rencontré Karine et puis mon désir était de vraiment m'impliquer dans la sensibilisation aux maladies invisibles, de pas laisser les personnes dans l'errance médicale, l'errance de diagnostic, pouvoir les aiguiller vers des médecins spécialisés et puis les soutenir parce que quand on est en recherche d'un diagnostic, c'est pas évident. Quand le diagnostic est posé, c'est pas évident non plus. Et donc les accompagner dans le chemin de l'acceptation, quoi. Donc, je fais beaucoup de choses voilà, avec toute l'équipe, notamment la permanence téléphonique, les visio-adhérents. J'organise des sensibilisations donc, dans les écoles d'étudiants infirmiers, aides-soignants, dans des collèges, voilà. Et puis, j'ai participé dans ma ville aussi à des commissions de handicap pour essayer d'améliorer sur ma ville l'accessibilité à toute forme de handicap. Et donc, je travaille bénévolement avec la chargée de mission de la ville de Lannion. On a eu au mois dernier, au mois d'avril, une randonnée de sensibilisation, notamment en partenariat avec la ville de Lannion. Et donc, pouvoir rencontrer du grand public qui ne connaissent pas forcément nos maladies aussi. Et c'est comme ça qu'on sensibilise aussi. Donc voilà, plein de missions, plein de choses, et toujours avec le sourire. On va revenir un petit peu à ce que tu as dit au début dans ta présentation, comme beaucoup d'ailleurs, d'adhérents au début ou en stade 1, en stade 2, les personnes ont souvent des difficultés, et puis la difficulté s'aggrave par rapport à la spondylarthrite, puisqu'on sait dégénérative, et donc est arrivé à un stade important où il a fallu déjà repenser à une conversion par rapport à ton métier d'aide-soignante. Et donc, tu es partie sur cette formation d'esthéticienne. Était-ce judicieux? Était-ce un bon choix? Est-ce que aujourd'hui, tu as l'impression que c'était la bonne option d'avoir fait cela, ou en tout cas, les... parce que c'est tout un système avec l'aide à l'emploi, etc. Est-ce que tu penses qu'il n'y a pas eu un raté par rapport à la spondylarthrite? En fait, j'ai envie de dire que déjà en 2020, moi, le diagnostic a été posé en janvier 2020 avec presque 10 ans d'errance médicale. Et donc, j'ai été déjà dans le processus de reconversion. À cette époque-là, moi, ma spondylarthrite n'était pas autant avancée. Donc, je pouvais travailler à temps partiel avec un poste aménagé, voilà. J'avais été vue par une ergothérapeute d'une association par le biais de Cap Emploi. On avait fait une immersion aussi dans un institut de beauté pour voir si c'était vraiment un poste qui pouvait être adapté à mon handicap. Et à ce moment-là, ça allait. J'ai fait ma formation, j'ai eu mon diplôme en juin 2021, du coup. Et déjà, l'année de formation a été complexe puisque j'avais déjà 50 minutes de route le matin et le soir, plus la journée complète en formation. Donc, c'est vrai que la formation en elle-même m'a déjà pas mal épuisée. J'avais une biothérapie qui fonctionnait, donc ouf, ça m'a permis quand même d'aller jusqu'au bout, avec des aménagements par moment, hein, lors des poussées, voilà, j'avais une formatrice qui était très à l'écoute et qui aménageait, voilà, j'avais les cours à distance et tout, enfin, tout était organisé.
Et puis ben, après vient la recherche d'emploi. Donc j'ai quand même mis 18 mois à trouver mon premier contrat à temps partiel. 18 mois, c'est long, c'est beaucoup de CV envoyés, c'est beaucoup de refus. Et puis on me contacte. Et donc, c'est pour travailler dans un spa d'un hôtel, 4 étoiles sur la côte, une saison. Bah, je me dis, bah, voilà, moi je vais être honnête dès le début, je vais dire que bah, par contre j'ai une RQTH et que un temps plein n'est pas possible, mais un temps partiel, voilà, avec des horaires adaptés, c'est faisable. Donc l'employeur me dit, bah, pas de souci, on adaptera. Et puis bah, au début c'est respecté et au final pas trop. En fait, bah, on va repousser ces limites, voilà, pour se maintenir dans l'emploi, hein, pour faire comme les autres aussi, et puis se prouver aussi que bah, on est encore capable de travailler. Et puis bah, j'ai fini la saison, à pu pouvoir monter les escaliers le dernier dimanche parce que ben, j'avais tellement tiré sur mon corps que j'ai été en poussée et que mon corps ne suivait plus. Et là, en effet, je me suis posé la question de est-ce que c'était la formation adéquate avec une spondylarthrite? Est-ce que je me suis pas trompée en fait d'orientation? Est-ce que voilà, mon deuxième choix c'était secrétaire médical ou en tout cas un travail d'accueil et secrétariat? Je me suis dit finalement bah, ça aurait été peut-être plus adapté à ma pathologie. Maintenant, j'adore ce que je fais, esthéticienne, praticienne spa. Voilà, c'est très physique, hein, faire des massages toute la journée, c'est compliqué. Mais en tout cas, travailler en institut, je pense que ce serait possible encore. Bien sûr, je pourrais pas faire 20 heures par semaine, mais peut-être 2 ou 3 heures, voilà, les matinées. Euh, mais la maladie a évolué tellement vite ces 2 dernières années qu'en fait, elle m'a rattrapée. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, voilà, enfin, il faut prendre conscience en fait que il faut pas se mettre en difficulté et en danger pour travailler et faire comme les autres, quoi. Il faut s'écouter aussi. Et moi, c'est le médecin qui m'a dit en fait, il va falloir faire des choix. Il va falloir faire le choix de faire attention à votre santé et essayer que la maladie n'évolue pas, continue pas d'évoluer, en tout cas aussi vite qu'elle le fait depuis 2 ans, ou bien maintenir l'emploi, mais à quel prix? Ben, et donc là, c'est vrai que j'ai réfléchi, je me suis dit, bah, la santé, on n'en a qu'une. Oui, je suis jeune, hein, j'ai 38 ans, mais travailler pour se détruire, on n'a pas de reconnaissance quoi, des employeurs et même des collègues hein, de travail. Donc, faut quand même réfléchir quoi, à ce qu'on fait. Quoi. Parce que dans la spondylarthrite, il n'y a pas de marche arrière en fait. Ce qu'on aura, euh, ce qu'on aura usé de nos articulations, on ne le récupérera pas. Il faut penser à l'avenir aussi. Et moi, je me dis, bah ouais, je suis jeune, mais j'ai envie bah, de voir mes filles grandir, de profiter avec elles aussi, de pouvoir faire encore des sorties avec elles. Est-ce que ce serait pas me priver justement de moments en famille que de repousser mon corps dans ces retranchements, travailler 20 heures ou 25 heures par semaine? Ouais, vaste question et effectivement, la spondylarthrite nous, nous bloque sur bien des choses. Nous avons dans l'association plus de 1 400 adhérents. Dans les retours, qu'est-ce qui te choque le plus? Dans les retours, je Le dirais... sujet, peu importe. Je dirais l'isolement déjà que crée la maladie. Le fait voilà, hein, de devoir réduire son activité professionnelle ou de plus pouvoir travailler, ça crée un isolement professionnel, mais tout simplement social, hein. Quand on est en arrêt et qu'on est en pleine poussée, qu'on ne peut plus bouger, ben, clairement, on ne voit pas grand monde, hein. Puis, je dirais aussi bah, de l'incompréhension
Ça peut être des proches hein, de la famille qui, vu que c'est une maladie invisible, bah, ça se voit pas forcément quand on a mal. Et puis nous, en tant que malade, on va essayer de le cacher un peu et de pas trop en dire pour pas se plaindre. Voilà, on a l'impression qu'on se plaint, mais en fait, on se plaint pas. On dit seulement que aujourd'hui, on a des douleurs et que bah, peut-être que le programme qu'on avait fait, ben, il sera pas réalisable, quoi. Mais il faut pas prendre cela comme une plainte et ne pas tomber dans la culpabilité non plus. Parce qu'en fait, avec la maladie, on va apprendre à adapter notre quotidien, à adapter nos sorties, enfin, à tout adapter. Et puis, oui, il y a l'incompréhension aussi bah, du corps médical. Hein. Les médecins sont pas forcément à l'écoute bah, quand on leur dit, voilà, là, ça fait un mois que j'ai des douleurs intenses, je suis en poussée, voilà, les anti-inflammatoires, les traitements ne sont pas assez efficaces. Oh oui, ça va passer. Mais en fait, est-ce que c'est une réponse qu'on a envie d'entendre? Bah non. Alors, on le sait toutes et tous, la médecine, voilà, c'est pas une séance infuse, elle a ses limites. Mais en fait, si au moins la parole des médecins qui nous suivent serait compatissante, bienveillante, plutôt que de nous dire ben allez marcher et puis la poussée elle va se calmer, voilà. Mais c'est c'est pas ça en fait qui va nous remonter le moral, qui va nous aider à passer cette poussée inflammatoire et à aller de l'avant. En fait, c'est nous mettre la tête sous l'eau alors que on essaye de voilà de prendre une apnée à chaque fois quoi, à chaque douleur. Donc ouais, il y a du travail à faire là-dessus dans la prise en charge de la douleur. Justement, ça va être ma question d'après. La prise en charge de la douleur en France. On sait que c'est des options dans les facs de médecine, le sujet de la douleur. Aujourd'hui, à ton niveau, sur une échelle de 0 à 10, tu mettrais à quel chiffre la prise en charge de la douleur en France? C'est un vaste sujet. Alors, moi, on va dire, je suis en colère par rapport à ce sujet-là. Je vais pas mettre zéro parce que c'est extrême et qu'il y a des choses qui sont faites quand même, mais je vais dire que on va mettre une moyenne. On est à 5 sur 10. Je pense qu'il y a des choses qui peuvent être faites et qui devraient même être obligatoires en fait dans le cursus d'études de médecine. Le module de la prise en charge de la douleur devrait être obligatoire pour n'importe quelle spécialité. En fait, les étudiants choisiront au fil de leur cursus. Que ce soit, j'ai envie de dire, que ce soit un médecin généraliste, un rhumatologue, un dermatologue, peu importe, un gastro, peu importe, ils seront tous confrontés à quelqu'un qui souffre et qui viennent les consulter en leur disant, bah voilà, j'ai mal depuis tant de temps, je souffre, c'est intenable, c'est invivable, comment vous pouvez m'aider? Donc pour moi, il y a beaucoup. C'est c'est un sujet qui me met en colère parce que en 2024, de voir que les malades ne sont pas assez entendus, pour moi, c'est incompréhensif en fait. On ne peut pas prendre en charge la douleur voilà, avec des antalgiques, des anti-inflammatoires, avec ce que vous voulez. Et bah voilà, il fait son petit papier, sa petite ordonnance, merci, au revoir. Et puis bah, on rentre chez nous et on fait quoi? Il faut encore attendre quelques jours pour que le traitement fasse effet. Si ça fait effet, puis en fait, on est seul. On est livré à nous-mêmes avec ben, avec des nuits blanches, avec des douleurs qu'on n'arrive pas à soulager, avec bah, parfois des idées noires. Hein. On a le cas des fois à la permanence où des gens nous appellent en pleine nuit parce que ils en peuvent plus.
ils n'en peuvent plus et ils sont pas écoutés. Et donc, heureusement que nous, en tant qu'association, on est aussi là pour les écouter et les orienter vers d'autres spécialistes s'il faut, ou en tout cas vers un service d'urgence s'il y a une prise en charge urgente à faire. Il y a un autre sujet assez important qui revient toujours, c'est l'errance thérapeutique. On sait que la moyenne actuellement sur une spondylarthrite est de 12 ans, autour de 10 ans pour la maladie de Verneuil. Sur la spondylarthrite, il y a un retard souvent sur les IRM, voire que ça, malheureusement, ça s'affiche pas du tout. Et donc, il y a des spondylarthrites non radiographiques qui deviennent radiographiques un jour ou quoi. Euh, et puis, bon, il y avait aussi le HLA-B27, mais maintenant on en parle de moins en moins dans les nouveaux critères de New York, etc. C'est plus trop d'actualité. Et cette errance thérapeutique, eh bien, elle est compliquée puisque normalement, pour aider à stabiliser la spondylarthrite, il faut des anti-inflammatoires. Sauf que quand la personne n'en a pas, puisque elle n'a pas de diagnostic, eh bien, c'est le serpent qui se mord la queue. Aurais-tu, avec tout ce que tu entends, avec tout ce que tu vois, des pistes pour, euh, pour redescendre un petit peu ce nombre d'années d'errance thérapeutique, ou en tout cas, alors, tu n'es pas médecin, bien sûr, mais est-ce que toi, tu aurais des pistes simplement à formuler? Ben moi déjà, je pense que la première chaîne du maillon, c'est les médecins généralistes. C'est eux qu'on va aller consulter en premier quand on va avoir des douleurs et c'est eux qui vont pouvoir orienter ensuite vers des spécialistes ou prescrire des examens, hein, parce qu'ils peuvent prescrire une IRM des sacros, une IRM du rachis lombaire, tout ça. Donc, je pense que peut-être leur formation n'est pas assez complète. Est-ce qu'il faudrait pas non plus une remise à niveau sur certaines pathologies? J'ai envie de dire avec des fiches techniques, hein, tel symptôme, voilà, peuvent faire penser à une spondylarthrite, prescrire tel examen, et puis en fonction des résultats, ensuite orienter vers voilà un rhumatologue, un médecin interniste. Pour la maladie de Verneuil, ben c'est pareil, ils sont pas assez formés. Ils connaissent pas forcément. Ils vont prendre ça pour un furongle, un point incarné. Est-ce que, parce qu'on connaît la longueur d'attente pour avoir un rendez-vous chez un dermato, est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose justement à faire avec les médecins généralistes pour diminuer ce temps d'errance médicale? Alors, ça vient dans les études de médecine, mais ceux qui sont déjà en cabinet et qui sont voilà, déjà en poste, est-ce qu'il ne faudrait pas non plus qu'il y ait des remises à niveau ou plus d'informations? Alors, que c'est notre rôle en tant qu'association? Peut-être. Moi, je sais que j'en parle beaucoup avec ma médecin généraliste et, et parce qu'elle est passée longtemps à côté du diagnostic, hein, et je sais que aujourd'hui, elle est plus attentive. Personne qui va la consulter avec des douleurs qui sont similaires aux miennes, et ben forcément, elle va se poser la question. Et bah, j'ai pu voir pendant les randonnées de sensibilisation que en fait, ben, ça peut lui faire tilt. Et du coup, elle peut prescrire une IRM du bassin des sacro-iliaques, et bah, quand ça match, forcément, c'est plus facile d'orienter vers un rhumatologue. Et là, bah, la personne, en quelques mois, le diagnostic a été posé, contrairement à une dizaine d'années pour moi d'errance médicale. Donc, on avance, mais c'est long. C'est long et on le sait, on n'a pas de temps à perdre quand on a une spondylarthrite. Donc, c'est ce qu'il faut qu'ils comprennent, les médecins, c'est que c'est dommageable, en fait, pour les malades. Ce temps d'errance médicale, c'est vraiment dommageable pour les malades parce que la maladie progresse. La maladie est dégénérative, elle va pas attendre que le diagnostic soit posé.
Donc, bah, forcément, on peut se retrouver avec un stade avancé quand le diagnostic est posé. Et moi, ça a été le cas. Et la maladie, a évolué du coup très rapidement, même depuis le diagnostic. Oui, alors je tiens à rappeler qu'on a énormément de respect pour le corps médical, mais le débat est ouvert et quand on voit autant d'années d'errance thérapeutique, que ce soit voilà, sur la spondylarthrite ou la maladie de Verneuil, qui se voit clairement à l'œil nu, avec des abcès répétés dans les zones intimes, enfin voilà quoi. C'est vrai on voudrait tellement faire avancer les choses. Je me pose aussi une question et je te la pose, Vanessa, du coup. Est-ce que tu penses que le fait qu'aujourd'hui, il y ait une pénurie aussi de médecins, et donc les médecins sont obligés d'aller très très vite dans les consultations, même les professionnels, hein, les spécialistes, pardon. Est-ce que tu penses que à l'époque, ils auraient fait un examen clinique très long, où forcément ils auraient eu une suspicion, ou en tout cas quelque... et que le fait que maintenant l'examen clinique prend très peu de temps, parce que là encore, avec un bon examen clinique, on peut avoir des grosses pistes, enfin des pistes importantes sur la spondylarthrite et sur la maladie de Verneuil, et donc est-ce que ça bloque pas aussi sur le diagnostic? Oui, je pense que de toute façon, forcément, hein, aujourd'hui, on se retrouve avec de moins en moins de médecins, généralistes ou des spécialistes. Leur temps de consultation est forcément réduit, du coup. Est-ce que un examen clinique peut être fait en 10 ou 15 minutes en questionnant le patient, en l'auscultant? J'ai des gros doutes quand même. Enfin, je pense qu'on passe aussi à côté du diagnostic à cause de ça. Malheureusement, enfin voilà, que l'on puisse remédier à ça, il va falloir beaucoup d'années pour que le nombre de médecins augmente. Et ben, entre-temps, il y aura encore des départs à la retraite, il n'y aura pas de remplaçants, les prises en charge deviennent de plus en plus longues. On voit dans certaines régions, hein, les personnes ont des fois 8, 10 mois, 11 mois, 12 mois d'attente. C'est énorme. C'est... Enfin, moi, je l'entends, j'ai été dans la santé, je sais le système de santé, comment il est aujourd'hui, et c'est clairement pas le système qu'on avait il y a 10 15 ans. Mais il faut que ce sujet-là, l'État s'en préoccupe, parce que c'est le peuple, en fait. Enfin, n'importe qui peut être touché par la maladie. Et je pense que ça devrait être la santé, le sujet numéro un du chef d'État, des ministres, enfin voilà. C'est Oui. eux qui ont plus les clés, en tout cas que nous, associations, en tout cas au niveau décisionnaire, sur les budgets, sur les formations, sur tout ça. Donc, Ouais. Alors, tu parlais de la santé, il y a aussi le handicap. Donc, est-ce que tu as l'impression qu'aujourd'hui, le handicap les maladies invisibles, hein, on va parler de maladies invisibles, est devenu une cause nationale ou est-ce que tu as l'impression que, ouah, ça traîne, quoi, ça rame? Quel est ton j'ai regard envie de là-dessus? dire que le handicap, qu'il soit visible ou invisible aujourd'hui, ça reste un sujet tabou. On a l'impression que c'est un gros mot, en fait. Et je vais être fort hein, dans les mots, mais qu'on est les exclus de la société. Parce que quand on voit que ben, des fois, il y a des commerces, des bâtiments qui sont pas accessibles, on voit que on est obligé, nous, même en ayant des cartes de priorité, de stationnement, de devoir se justifier auprès des gens qui nous font des réflexions parce qu'ils sont aussi dans la méconnaissance. Mais est-ce que c'est vraiment à nous de devoir se justifier? Est-ce que si justement il y avait plus de campagnes de sensibilisation, plus d'information, et ça, j'ai envie de dire, dès l'école primaire, dès le collège, ça devrait être fait. De plus en plus, on est sur l'inclusion scolaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout enfant porteur de handicap a droit à la scolarité.
ils sont accompagnés par des AESH. Tout ça s'est mis en route et je connais tant de parents qui galèrent avec des dossiers MDPH pour faire reconnaître les droits de leurs enfants. Je pense que la sensibilisation devrait commencer dès le plus jeune âge et on n'aurait pas autant de difficultés plus tard, en fait. Il y aurait peut-être moins de discrimination aussi et, euh, et on serait dans un monde inclusif. Il y a encore beaucoup, beaucoup à faire, mais c'est... en fait, j'ai envie de dire que tant que au-dessus, en fait, enfin voilà, l'État et tout ne prennent pas ces sujets à bras le corps et prennent conscience, en fait, que ça concerne tout le monde et que ça peut toucher tout le monde. euh, on est en train de se battre, en fait, on va dire chacun pour soi. Enfin, les assos, voilà, nous en tant qu'asso, on se bat pour rendre visible la spondylarthrite ankylosante, la maladie de Verneuil, la polyarthrite rhumatoïde. Alors oui, on se bat pour ces maladies, mais il y en a plein d'autres. Et en fait, chaque asso se bat pour les pathologies voilà, qui souhaitent se mettre en avant. Mais j'ai envie de dire que ça devrait être plus collectif, en fait. Peu importe la maladie. Aujourd'hui, on voit qu'il y a des campagnes pour le cancer du sein. Il y a Mars Bleu pour le cancer colorectal. Enfin, il y a plein de choses. Dernièrement, l'endométriose aussi, voilà, ça a été enfin reconnu, que ça a été rendu public par des personnes publiques et que là, on a entendu la voix des femmes. Mais il y a 5, 6, 7 ans, l'endométriose, personne n'en parlait, c'était tabou. Avec des spots publicitaires sur les chaînes de télévision, ben forcément, on va toucher du public et je pense que c'est comme ça que les messages vont passer. Oui, tout à fait, Vanessa, tu as entièrement raison. C'est avec des spots, c'est en allant, malheureusement, puisque le monde invalide et le monde valide n'a pas su, pour diverses raisons, se retrouver, eh bien, à travers des spots télévisés. Bon, ça a un coût, mais et l'idée, c'est d'aller les chercher, d'aller chercher les personnes pour les sensibiliser à notre maladie dans leur terrain de jeu, c'est-à-dire dans les randonnées, dans les salons du livre, un peu partout pour les ramener à la cause et montrer que être malade n'est pas contagieux et que malgré tout, on a le rire et le sourire même quand ça va mal. Alors, justement, on va poser une question parce que beaucoup se posent la question tout simplement. On t'a rarement vu, pardon, le terme tirer la gueule et pourtant, la souffrance, on l'a tous hein, avec la spondylarthrite, etc. Quel est ton secret? On le veut là. On le veut, on le veut. Moi, je suis quelqu'un qui reste toujours positive, en fait, et je me dis que chaque épreuve qu'on a mis sur mon chemin, en fait, elle doit être vécue et que ce soit positif ou négatif, en fait, on en tire toujours des leçons. Ben, moi, c'était déjà la deuxième pathologie qui était diagnostiquée. Je me suis dit, ben, au début, pourquoi moi? Pourquoi encore moi? Parce qu'on ne choisit pas. Et puis, je me suis dit, ben, en fait, voilà, des ressources, la force, euh, la- ouais, c'est ça, la force d'en faire un combat et justement de m'engager aussi dans l'association ben, pour aider d'autres patients qui ont traversé les mêmes épreuves que moi. Et je trouve que c'est aussi dans le partage, en fait, dans le partage avec les gens, que ça nous rebooste, que ça nous booste tout simplement, mais des fois que ça nous rebooste aussi. Et on se dit, bah voilà, en fait, enfin, c'est pas parce que on peut plus travailler
on peut avoir des loisirs, on peut s'engager dans des assos et on n'est pas inutile, on sait encore faire plein de choses, même si notre capacité physique est réduite. Alors moi, c'est sûr, faire des randonnées, c'est compliqué, hein, mais je peux encore faire voilà, de la sensibilisation, organiser les randonnées et plein d'autres choses. Et voilà, je pense que c'est un peu mon leitmotiv. Et puis ben, mes filles aussi qui boostent et qui, voilà, bah, aujourd'hui on a envie d'aller à la plage. Ben ouais, maman, elle n'a pas forcément envie d'aller à la plage, mais ben voilà, on se fait un coup de pied derrière et puis on se dit, bah, de toute façon, c'est pas grave, on va les herder sur le sable et voilà, on prend un bon bouquin et au moins on est posé et on pense qu'à soi à ce moment-là et ça fait du bien aussi. Mm. C'est bien vrai. Euh, Quel message as-tu à faire passer aux personnes qui vont écouter ton témoignage, qui soient en cours de diagnostic ou bien déjà atteints malheureusement de la spondylarthrite ou de Verneuil, ou que ce soit des aidants? Quel message as-tu à leur faire passer? Bah déjà, aux personnes qui sont en cours de diagnostic, j'aurais envie de leur dire, si vous sentez qu'il y a quelque chose qui va pas, que voilà, les douleurs sont pas normales, que il y a quelque chose qui s'intensifie, qui s'aggrave, ne lâchez pas en fait. Peut-être il faudra avoir plusieurs spécialistes. Des fois, il faut voir deux, trois rhumatologues avant que le diagnostic soit posé. J'ai envie de dire, c'est aussi une histoire de confiance, de feeling. Donc, si ça passe pas avec un, ben, n'hésitez pas à changer. Et puis, de vous dire que ben, on est tous dans le même bateau, et que on rame tous ensemble, mais que le bateau avance. Et l'association aussi permet de sortir de l'isolement. Et je pense que c'est important pour tous, que ce soit pour les malades, pour les aidants, parce que on est aussi à l'écoute des aidants. On organise des cafés. Des spas verts café et les aidants sont les bienvenus. Et oui, on va parler de la maladie, mais pas que. Et lors de nos visio adhérents, on parle de la maladie parce qu'on est aussi là pour répondre aux questions de nos adhérents. Mais voilà, c'est un moment aussi où on lâche un peu la pression, où on sort de ce contexte médical, on sort de la maladie et c'est souvent voilà, des moments de partage, de rigolade. On se raconte un peu tout, nos loisirs, nos sorties. Et voilà, ça permet vraiment bah, ouais, de passer un beau moment comme si on était entre amis. Mais là, voilà, on est entre personnes qui se comprennent aussi parce que on vit la même chose. Et puis les aidants, ben, ça permet de discuter aussi ensemble parce qu'ils se sentent souvent impuissants. Et donc, on leur dit que souvent, seule leur présence, en fait, à nos côtés, ça fait déjà tout. Ouais, c'est ça. Et pour finir, Vanessa, si tu avais un vœu, ça serait lequel? Un vœu, euh, ce serait, alors c'est de l'utopie, hein, mais ne plus souffrir, qu'on ait des traitements euh, de fond, en tout cas, qui ralentissent vraiment la maladie et qui nous soulagent un maximum. Euh, on sait que la recherche avance, hein. Il y a encore voilà, des nouvelles biothérapies qui vont arriver. Il y en a qui sont sorties il n'y a pas longtemps aussi. Donc, il faut garder espoir. Moi, j'ai espoir que voilà, dans quelques années, on ait un traitement qui soit un peu magique pour nous et qui améliore grandement notre quotidien. Bon, bah, super, maintenant on y croit tous en tout cas. Vanessa, on te remercie, je te remercie énormément d'avoir accepté de parler à cœur ouvert. Ce n'est pas simple. Tu as accepté le challenge et bah, merci à toi.
Et Merci à tous et puis n'hésitez pas, on est là pour vous écouter et vous orienter. Bonjour Marion et bienvenue parmi nous. Peux-tu te présenter et puis nous parler de ton parcours de patiente? Alors bonjour à tous et à toutes. Alors moi je m'appelle donc Marion, j'ai 42 ans. Alors mon parcours, la maladie a commencé en janvier 2019 où j'ai dû arrêter mon travail suite à des douleurs très très fortes, notamment au niveau des sacro-iliaques de la colonne, au niveau aussi des membres inférieurs, c'est-à-dire tout ce qui était genoux, chevilles, et c'est arrivé assez brusquement, mais à tel point que j'ai dû m'arrêter en fait, parce que je ne pouvais plus travailler. Euh, j'ai eu beaucoup d'examens avant d'avoir le diagnostic de la spondyarthrite ankylosante. J'ai fait beaucoup d'IRM, j'ai fait des radios et au début, ce n'était pas le diagnostic de spondyarthrite qui m'avait été notifié. On était parti sur une autre maladie. Mais l'IRM qui a été pour mon cas décisif en fait dans la pathologie, c'est-à-dire dans la spondyarthrite ankylosante, ça a été l'IRM des sacro-iliaques où il y a eu une sacroïlite. Donc on sait que quand il y a une sacroïlite, voilà, c'est la spondyarthrite. Du coup, pour mon cas, au niveau sanguin, ça a été compliqué parce que ma CRP ne montait très rarement, voire peu, même pas du tout. Et je suis donc HLA B27 négatif pour mon cas. Quand j'ai eu le diagnostic, donc j'ai vu un premier rhumato. Nous avons donc commencé par les anti-inflammatoires. Donc j'en ai essayé plusieurs. Je suis pas tombée sur le bon tout de suite. J'ai eu beaucoup d'échecs, enfin sur deux, avant de tomber sur un qui fonctionnait, mais qui n'était pas assez, assez fort euh, au niveau de mes douleurs. Donc du coup, on est passé sur le méthotrexate en complément, où je suis restée à peu près 8-9 mois. J'ai dû malheureusement l'arrêter parce que bah, mon foie voilà, n'a pas supporté. Du coup, il s'est avéré que c'était aussi la période du, du Covid à ce moment-là. Et du coup, j'ai dû changer entre-temps de rhumato. J'ai vécu en fait ça très mal parce qu'à un moment donné, bah, les rendez-vous médicaux, voilà, on pouvait pas trop les avoir, on avait beaucoup de retard. Euh, et du coup, c'en est, s'en avérait que je suis restée un petit moment pas dans l'errance, mais plutôt je l'ai mal vécu jusqu'à en fait j'ai dû rechanger de rhumato qui n'était pas dans ma ville mais qui était beaucoup plus loin. On a dû reprendre tout le dossier
Et puis nous sommes partis, donc on a commencé les biothérapies. Voilà. Marion, combien d'années d'errance thérapeutique est-ce que tu as vécu, comme beaucoup de patients, d'adhérents, nombre d'années d'errance thérapeutique ou pas du tout? Tu as eu très très peu d'errance. On peut pas dire. J'ai eu un petit peu dans le sens où quand j'ai changé de rhumato, je suis tombée sur un rhumato qui était très strict sur les critères et comme j'étais HLA-B27 négatif et que ça ne se voyait pas au niveau sanguin, j'avais quand même cette sacroïde. Mais à cette époque-là, alors plus maintenant, on sait que maintenant ils regardent un peu moins ce fameux gène, mais pour mon cas, ça posait un petit problème. Donc l'errance même, on peut dire non, mais bon, j'ai vécu quand même le fait de devoir reprendre tout à zéro, de refaire des examens, enfin voilà, de remettre un peu le diagnostic, enfin je l'ai ressenti comme ça, remettre le diagnostic en cause, ne pas savoir où on va, enfin voilà, savoir aussi ce que j'avais réellement, tout ça quoi. Et est-ce que les traitements, la biothérapie a pu améliorer ton quotidien? Alors, j'en ai essayé plusieurs, hein, des biothérapies. Il y en a certaines que j'ai dû arrêter parce que j'ai fait des réactions allergiques. Hein, on sait bien que malheureusement, on ne tombe pas sur la bonne molécule forcément tout de suite. Des fois, et puis il faut attendre au moins, entre chaque biothérapie, au moins 3 voire à 6 mois pour voir une réelle efficacité sur une biothérapie. Donc, je suis pas tombée sur les bonnes dès le départ. Ou alors, il y en avait certaines qui étaient bien, mais que j'ai dû arrêter parce que voilà, j'ai fait soit des réactions allergiques ou autres. Actuellement, je suis sur une biothérapie que je suis depuis avril de l'année dernière et je suis très heureuse parce que j'ai enfin, oui, des résultats. Alors, quand je dis résultat, voilà, c'est pas non plus, mais ma qualité de vie, quand même, s'en ressent. Euh, Ouais, par justement, rapport parce à, que par rapport par- à ce que j'ai pu vivre, on sait très bien les souffrances qu'on peut vivre au quotidien. On sent la différence. Voilà. justement, Marion, tu parlais de qualité de vie, donc tu es référent bien-être dans l'association. Et là, on va partir carrément sur le bien-être, puisqu'on sait que ça apporte énormément aux personnes, aux adhérents, tout ce qui touche au bien-être et qui est un plus. Mais comme on dit, par exemple, un kiné va être 30% dans la spondylarthrite. Le bien-être va avoir énormément d'impact sur nos pathologies. Euh, comment Bah, quelle astuce peux-tu conseiller du coup aux adhérents ou aux personnes qui regarderont ce documentaire? Alors, le bien-être en général, c'est très large. Il y a plein de choses dans le bien-être. Euh, Bien évidemment, il y a les astuces au quotidien, comment gérer la douleur au quotidien, la maladie, comment avoir les bonnes méthodes au bon moment, parce qu'on sait très bien que bah, quand on est en poussée, voilà, on a ce sentiment de culpabilité de ne pas pouvoir faire les choses. Euh, on l'a tous vécu, ça. Euh, mais il est important au moment des poussées ou des crises de se mettre au repos. Alors oui, ça nous embête. Oui, on peut pas faire ce qu'on veut. Oui, ça a un impact sur la vie de famille, ça a un impact sur nos enfants, si on a des enfants. Enfin, ça impacte
toute la sphère familiale. Et il faut avoir d'autres méthodes, j'ai envie de dire d'autres astuces pour pouvoir gérer au quotidien tout ça. Alors ça va être des méthodes. Moi, je sais que quand je suis en poussée, alors j'ai eu beaucoup de mal au début. Hein, on a tous du mal, hein, mais bon, à un moment donné, il faut, voilà, prendre la bonne direction. Aujourd'hui, par exemple, ça ne va pas, eh bien, je vais me reposer. Ça va être le repos. Parce que malheureusement, si vous ne vous mettez pas au repos, le problème, c'est que vous allez continuer vos activités, vous allez continuer à faire des choses, à vous activer. Et ça va entretenir l'inflammation. Et du coup, entretenir l'inflammation veut dire que vous allez avoir les douleurs qui vont décupler, une poussée qui va pas s'arrêter tout de suite, qui va empirer. Enfin, c'est un cercle vicieux. Alors que le fait de se mettre au repos, de se dire, voilà, alors moi, je suis pas folle, mais je me parle. Voilà. Je me parle et je me dis, voilà, bon, aujourd'hui, bon, on dirait une petite grand-mère, là, ça va pas du tout. Bah, Marion, ça va être du repos, hein. Ça va être du repos. Alors, le repos, vous pouvez le prendre de différentes manières. Il y a des personnes qui peuvent rester donc allongés, regarder la télé. Ça peut être mettre une bougie, parfumer, cocooning, faire une activité manuelle, euh, une activité qui vous plaît, lire hein, par exemple. Enfin, ça peut être plein de choses, plein de choses. Moi, j'aime bien, par exemple, le diamond painting, mais ça peut être autre chose. Ça peut être la peinture, le dessin. Euh, à vous de voir quelle activité vous pourriez faire. Moi, en fait, j'ai comme des genres de système D. Je me dis, voilà, quand je suis à peu près bien, voilà, je vais faire ça. Et j'ai toujours un système D de au cas où, si ça va pas, voilà, je sais que je vais faire ça. Voilà. Après, au niveau du bien-être, donc on sait que euh, la chaleur pour une spondyarthrite, c'est la meilleure chose. Après, il y a des personnes qui aiment le froid. Ça dépend des personnes. Il y a des personnes qui vont bien réagir au froid et d'autres non. Pour les sacroiliacs, ça va être plutôt le chaud. Et tout ce qui va être genoux, cheville, épaule, c'est plus du froid qu'il faut mettre. Après, chaque personne, encore une fois, est différente. Moi, ça peut me soulager, par exemple, à l'épaule, et vous, non. Après, à voir en fonction de vos ressentis, essayez les choses pour voir ce qui va vous soulager. Il y a des coussins de positionnement, des coussins d'assise qui peuvent vous aider quand on est assise ou des couvertures chauffantes quand on est en poussée ou la chaleur, du coup, le fait d'être allongé et de profiter de la chaleur sur le long de la colonne et notamment des sacroiliacs. Vous avez les étirements aussi. Alors, il y a les étirements, mais il y a aussi, je veux revenir sur le fait que le kiné est important dans la spondyarthrite. Il faut, euh, il faut avoir un kiné, il faut trouver un bon kiné, voilà, qui soit pas, qui connaisse en fait la pathologie, la spondyarthrite, parce on peut pas faire n'importe quoi non plus avec une spondyarthrite. Mais c'est important de voir le kiné. Moi, je sais que je peux plus m'en passer. Et quand j'y vais pas, en fait, bah, je ressens en fait. Je ressens que je perds en mobilité. Donc pour moi, c'est très important d'aller au kiné dans la semaine. Après, il y a des étirements que vous pouvez aussi. Moi, je sais que mon kiné, maintenant, je le sais puisque ça fait 5 ans que je l'ai. On partage beaucoup. Il me donne beaucoup d'astuces que je peux refaire aussi chez moi. Donc, du coup, c'est ce que je fais. Le matin, on sait très bien qu'on a du mal à sortir du lit. Il y a des gestes. Enfin, moi, je fais pas
mal d'étirements dans mon lit, notamment je me bascule à droite, à gauche, enfin je me déverrouille euh, pour pouvoir mieux sortir du lit et que ça soit moins violent. Donc les étirements sont très importants dans nos pathologies. Voilà, ça bug un petit peu. On a eu un petit bug à la fin. Marion, justement, tu parles de bien-être. Tu parles de bien-être et de choses comme ça. Dans le cas de la maladie de Verneuil et de la spondylarthrite, on est souvent, surtout la spondylarthrite, on est souvent en carence de vitamines, que ce soit la vitamine D, la vitamine C. Il y a des produits aussi de la nourriture qu'on ne supporte pas, que la maladie fait qu'on ne supporte plus. Alors, qu'est-ce que tu pourrais conseiller aux personnes par rapport aux vitamines pour supplémenter tout ça? Et sur la nourriture, a-t-elle une influence sur nos pathologies? Alors oui, effectivement, alors moi-même j'ai le côlon irritable. Je n'ai pas la maladie de Crohn qui avait été à un moment donné pas écartée, mais du coup c'est le côlon irritable. Donc oui, avec la spondylarthrite et nos pathologies, euh, il y a des choses au niveau de l'alimentation qui va passer plus ou moins bien. On le voit hein, quand on prend certains aliments et que bah, le lendemain, voilà, on en paye le prix. Euh, donc l'alimentation a un rôle particulier, oui, surtout dans la spondylarthrite, enfin, maladie inflammatoire, hein, forcément. Donc, c'est vrai qu'il faut privilégier surtout des aliments qui soient non transformés le plus naturel possible parce que c'est vrai que ça va entretenir une inflammation. Donc, on a déjà de l'inflammation dans notre corps, ce qui va générer encore une inflammation. Alors, ça va pas être de supprimer une alimentation, c'est pas le but, parce que ça serait nous mettre en carence, mais en limiter l'absorption, tout simplement. Euh, Moi, je sais que les pâtes, le gluten, le lait, tout ça, j'ai beaucoup de mal. Je digère très mal et le lendemain, j'en paye le prix. Donc, et c'est vrai qu'avec le côlon irritable, vous pouvez prendre par exemple des pâtes cette semaine, ça va rien vous faire. Par contre, la semaine d'après, vous allez être malade. Voilà, c'est très aléatoire. Donc, se supplémenter aussi en vitamines est important. La vitamine C joue un rôle énorme. Alors, dans la fatigue, parce qu'on sait aussi qu'avec nos pathologies, nous avons une fatigue extrême au quotidien qui nous lâche pas. On aimerait bien qu'elle nous lâche des fois, mais elle ne lâche pas. Et du coup, elle va avoir un rôle énorme. Vous avez la vitamine D également pour les os, le collagène, où vous pouvez faire plusieurs cures dans l'année. Alors, le collagène, euh, ce qui est bien, c'est de faire une cure de 3 mois pour vraiment bien synthétiser le collagène. Vous faites une pause de 3 mois et vous reprenez sur 3 mois. Voilà. Au niveau de l'alimentation, après, ça va être les fruits, les légumes, les légumineuses, euh, aussi les oméga 3 qui sont très très bons, l'huile d'olive, les poissons gras, tout ça. Parce que ça, les poissons gras, c'est plein de vitamines, d'acides aminés. Les légumes, éviter un petit peu tout ce qui va être alcool, des choses qui vont, le café dans, allez, 4, pas plus.
parce que le café, c'est bien, mais c'est aussi, ça fait de l'inflammation dans le corps. C'est vrai que les viandes rouges sont à éviter parce qu'elles sont très, très inflammatoires. Privilégier plus les viandes blanches, le poisson également. Le poisson est très bon. Ok. Est-ce que tu aurais un conseil du coup à donner à quelqu'un qui vient d'apprendre qu'il est atteint d'une spondylarthrite associée ou non à la maladie de Verneuil? Eh bien, bah, c'est vrai que la maladie, telle qu'elle soit, est un bouleversement dans nos vies. Euh, c'est vrai que on a, on vit les choses comme des phases d'un deuil. C'est très long, pour l'acceptation de la maladie. C'est un long, long, long chemin, mais on y arrive. Alors, c'est une vie autrement, puisqu'on doit gérer nos douleurs au quotidien. On ne sait jamais comment on va être, soit une heure après, ça peut être le soir, le lendemain, on ne sait pas. On ne peut pas faire de projet, de savoir ce qu'on va faire le lendemain. Mais une fois qu'on a accepté la maladie, alors accepter la maladie, ça ne signifie pas renoncer, mais plutôt trouver un nouveau équilibre en fait et une nouvelle façon de vivre. Ça va être ça mon message en fait, c'est de trouver des méthodes, des choses de penser à vous aussi, parce que la seule chose positive que m'a apporté la maladie, c'est ça, c'est de prendre du temps pour soi, d'être à l'écoute de son corps. Si aujourd'hui votre corps il vous dit stop, bah c'est pas grave, c'est stop et on verra si vous n'avez pas fait ce que vous vouliez faire aujourd'hui, c'est pas grave. Le plus important c'est vous, c'est de prendre soin de vous. Euh, c'est vrai que aujourd'hui, moi, je prends le temps, le temps que j'ai l'impression que je ne prenais pas avant. Euh, pour moi, pour faire des choses que j'aime, tout simplement. Alors, ça peut être des choses que j'aime et je fais autrement, mais c'est pas grave. On s'en fiche du moment qu'on fait les choses que l'on aime. Aujourd'hui, j'accepte en fait, je ferme un chapitre, c'est fermer un chapitre et en ouvrir un autre, tout simplement. Euh, encore aujourd'hui, encore plus, euh, je mets mon énergie, mon amour, ma force au service de ce qui m'anime et qui me rend pleinement heureuse. Voilà. Merci Marion pour ton témoignage, tes conseils. Est-ce que tu aurais juste un mot de fin pour clôturer cette interview? Euh, oui, bien sûr. Alors le mot de la fin, bon, c'est pas une fin en fait en soi. Euh, c'est de vous souhaiter de la force, du courage. La force, vous l'avez en vous. Euh, on arrive à avoir des moments merveilleux. C'est pas la maladie qui doit décider, c'est vous, vous qui êtes acteur de votre maladie.
Alors, je dis pas que tous les jours c'est rose, mais on peut mettre des petites touches de couleur pour la rendre meilleure. Merci beaucoup, Voilà. Marion.